Comme promis, je vais essayer de vous expliquer le principe de l'analyse de la variance et je vais essayer pour ça d'être le plus simple possible et de vous donner que l'essentiel, de ce qu'il faut comprendre pour voir le principe de cette méthode. Alors, je rappelle tout d'abord que l'analyse de la variance permet de faire une comparaison multiple de moyennes. Et donc la première question qui se pose, que vient faire la variance dans une comparaison de moyennes? Alors, je vais d'abord rappeler les données et puis les circonstances qui permettent d'avoir et de faire une analyse de la variance. Alors, il y a d'abord le facteur étudié. Donc, le facteur étudié, ça peut être, c'est-à-dire c'est souvent un facteur contrôlé. Ça peut être, par exemple, les conditions de culture d'une plante, le substrat sur lequel se déplace un être vivant, le milieu où on cultive une plante où on a l'évolution d'un être vivant, le régime alimentaire d'un être vivant, ou bien le traitement donné à une plante, le fertilisant, les produits phytosanitaires, etc. Et donc, chaque facteur comporte plusieurs modalités. Par exemple, si je prends les conditions de culture, je peux, par exemple, avoir une condition témoin avec un terreau tout seul, une autre condition avec un terreau mélangé avec un premier produit, et puis une deuxième condition avec un terreau mélangé avec un deuxième produit, et ainsi de suite. Et donc, dans l'exemple que je vais présenter pour le modèle, je vais prendre un facteur avec P modalité, où P c'est un entier supérieur ou égal à 3, parce que sinon, on n'a pas besoin de l'analyse de la variance. Un test de comparaison de deux moyennes suffit s'il n'y a que deux modalités. Et donc, après chaque modalité, et ça c'est une notion importante pour pouvoir réaliser des tests statistiques, c'est la notion de répétition. Donc chaque modalité I, donc les modalités on va les désigner par la lettre I pour pouvoir expliquer après le modèle mathématique. Donc chaque modalité a R et répétition. Ensuite, il y a la variable mesurée. Alors la variable mesurée, c'est la variable, une caractéristique généralement quantitative de l'individu étudié. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est l'effet de ce facteur sur cette variable. Alors cette variable, ça peut être par exemple la taille, ça peut être la taille, ça peut être la masse, ça peut être aussi ça peut être aussi une autre grandeur qui s'exprime par une variable quantitative continue. Et donc, puisque chaque modalité, dans chaque modalité, on a R et répétition, on aura pour la variable mesurée R et mesure pour chaque répétition. Et donc, les résultats se présentent. Donc, on a eu l'occasion déjà de voir un exemple dans la vidéo précédente. Les résultats se présentent sous cette forme. Il y a de ce côté-là, vous avez les modalités. Donc, la modalité 1, la modalité 2, la modalité numéro I, jusqu'à la modalité numéro P. Et puis, les mesures correspondant à chaque modalité sont regroupées en colonnes selon les répétitions. Donc, par exemple, l'échantillon 1 est la R1 répétition, R2 répétition pour l'échantillon 2, et ainsi de suite. Alors, tout ça pour vous dire que la taille des échantillons n'est pas nécessairement la même. On peut
essayer d'avoir la même taille pour homogénéiser les choses, mais si ce n'est pas la même taille pour des raisons pratiques, pour des raisons de commodité, l'analyse peut se faire quand même. Et puis ce qu'on fait, pour chaque échantillon, on va calculer sa moyenne, qui va être notée x1 bar, x2 bar, xi bar et xp bar. Donc ce qui arrive souvent, c'est que ces moyennes, on voit, quand on les mesure, qui ne sont pas égales et qu'il y a des différences entre ces moyennes. Je vais revenir sur ça après. Alors, avant de parler de ce problème d'égalité des moyennes, chaque mesure sera désignée pour notre modèle mathématique, par la lettre X et J, où I désigne la modalité, le numéro de la modalité, et J désigne le numéro de la répétition. Alors, par exemple, ici, cette première mesure de la modalité numéro 1 va s'appeler X11. La mesure numéro J de la modalité MM va s'appeler XJ. Et puis, par exemple, la première mesure de la modalité numéro P va s'appeler XP1. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, XI bar, c'est la moyenne de chaque modalité, donc en l'occurrence numéro I. Et puis après, on va pouvoir aussi calculer la moyenne totale, qui est X bar, et qui est la moyenne globale. Et puis, il y a une notion dont j'ai parlé aussi dans l'exemple concret, c'est la notion de résidu, et qui est tout simplement l'écart entre chaque mesure et la moyenne globale. Et donc, c'est sur ce résidu qu'on va travailler. Alors, je rappelle que déjà, il y a une condition préalable que doit vérifier l'ensemble de ces résidus. On l'a vu dans l'étude avec R, c'est que il faut la normalité, que la distribution de ces résidus soit une loi normale, soit distribuée suivant une loi normale, sont très réduites. Alors, après, une fois qu'on a les données, qu'on a fait toutes les mesures, on va expliquer un petit peu l'objectif et les hypothèses de cette analyse. Alors l'objectif, c'est de voir si le facteur étudié a un effet ou non sur la variable mesurée. Par exemple, on applique plusieurs traitements différents et on va regarder l'effet sur la taille d'une plante. Et donc, la question qui va se poser, est-ce que le fait de changer les traitements comme ça va avoir une influence sur l'évolution, sur la croissance de la plante et sur sa taille à un stade donné. Et donc, ça revient à se poser la question suivante. Est-ce que la différence qu'on a observée entre les moyennes, est-ce qu'elle est significative ou non? Et on peut le traduire mathématiquement par une hypothèse H0 qui s'appelle l'hypothèse nulle. Hypothèse nulle. Et qui va se traduire de la manière suivante, mu1 égale mu2 égale mu-p. Et donc, mu-i, je tiens à préciser que c'est la moyenne de la population des individus qui ont eu la modalité numéro 1. Et donc là, on regarde pas seulement à l'échelle de l'échantillon, on essaie de généraliser ça à l'échelle des populations de tous les individus qui ont subi la modalité 1, la modalité 2, jusqu'à la modalité numéro P. Et puis, face à l'hypothèse H0, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse alternative, et qui s'appelle H1, et là, ça serait au moins deux moyennes sont différentes, ou bien, on peut la traduire aussi de la manière suivante, en disant le facteur étudié a une influence sur la variable mesurée.
Et on va passer maintenant au modèle mathématique. Alors, le point de départ du modèle mathématique, c'est le travail sur le résidu qu'on a là, xij moins x bar. Et donc là, dans ce résidu, on compare chaque mesure par rapport à la moyenne globale. Et donc cette comparaison, on va la scinder en deux parties. Une comparaison d'abord par rapport à la moyenne de l'échantillon dans lequel se trouve la mesure, et puis une comparaison de la moyenne de l'échantillon par rapport à la moyenne globale. Et ça, on le fait avec une méthode mathématique simple. Tout simplement, dans xij moins x bar, on fait moins xi bar plus xi bar. Et l'égalité, bien sûr, qu'on a ici, elle est bien préservée. Alors, comme on est amené à additionner ces résidus, généralement, quand c'est réparti de manière symétrique, la somme va donner 0. Et donc, ça ne va pas nous donner une idée sur la variabilité dans le mesure. Donc, pour avoir une idée sur la variabilité dans les mesures, on va d'abord élever ces résidus au carré et on va les additionner. Et là, quand on fait ça pour xij moins x bar au carré, on a une identité remarquable de la forme a plus b, et donc ça va donner a carré, ça veut dire ce résidu-là, plus b carré, plus 2 fois le double produit. Et là, on va additionner tous ces termes-là sur toutes les mesures et sur tous les échantillons. Alors, avant de faire cette addition, on peut déjà faire ce total-là, c'est-à-dire de ce double produit. Donc, on peut mettre le 2 ou on peut ne pas le mettre. Et le calcul est certes un petit peu fastidieux, mais il est simple et vous pouvez le faire et le vérifier. Je ne vais pas le faire ici, mais ça se vérifie très facilement que quand on additionne tous les termes du double produit, on va tomber exactement sur 0. Et ainsi, si j'additionne, j'aurai la somme sur toutes les mesures de xij moins x bar au carré, ça veut dire le carré de tous les résidus par rapport à la moyenne globale. Donc ça va être égal à cette somme sur de xij moins x bar i au carré, et puis après la somme de xi bar moins x bar au carré. Alors, dans un premier temps, cette somme-là qu'on a ici, on l'appelle la SCE totale. Et la SCE, ce sont les initiales de somme des carrés des écarts. Donc là, c'est la somme des carrés des écarts total et qui va pas faire de différence entre le premier, le deuxième ou le pème échantillon. Elle va calculer tout simplement, il va donner une mesure de la variabilité totale de toutes les valeurs mesurées par rapport à la valeur moyenne. Ici, cette somme-là, c'est une somme des carrés des écarts, mais on l'appelle la somme des carrés des écarts résiduels. Et donc, dans cette somme-là, ce qu'on va regarder, on va aller regarder dans chaque échantillon la variabilité qui se trouve dans cet échantillon-là. Pourquoi? Parce qu'on regarde l'écart de chaque valeur, de chaque mesure de l'échantillon par rapport à la moyenne du même échantillon. Et donc, comme on est dans un même échantillon, c'est-à-dire avec des mesures qui ont été réalisées avec la même modalité et dans les mêmes conditions, et bien tout simplement, cette variabilité-là, eh bien, on peut l'attribuer à des choses aléatoires qu'on ne maîtrise pas, à des erreurs de mesure, à, voilà, qu'on appelle d'ailleurs
une variabilité résiduelle ou bien une somme de carrés des écarts résiduelle. Par contre, la dernière somme, celle-là, eh bien là, on va pas regarder le détail de ce qui se passe dans chaque échantillon. On va prendre le représentant de cet échantillon qui est sa moyenne et on va comparer, c'est-à-dire cette moyenne-là de l'échantillon par rapport à la moyenne globale. Et donc, ici, il y a un effet échantillon, c'est-à-dire ça change selon est-ce que c'est l'échantillon 1 ou l'échantillon 2 ou 3, etc. Et on va appeler cette variabilité, ou bien cette somme des carrés des écarts, on va l'appeler la somme des carrés des écarts factorielle. Et donc, on peut dire que c'est une variabilité qui est due au facteur étudié. Et donc, à partir de ces sommes-là, on va essayer de normaliser les choses et on va définir ce qu'on appelle des carrés moyens. Alors, on aura ainsi 3 carrés moyens. Le carré moyen total, qui est la somme des carrés des écarts total, celui qu'on a ici, sur son nombre de degrés de liberté. Alors, j'aurai l'occasion de vous expliquer cette notion de degré de liberté. C'est tout simplement le nombre de données où il n'y a pas, c'est-à-dire qui sont fournies sans contrainte particulière. Et donc, pour la variabilité totale, ce degré de liberté, c'est tout simplement le nombre total de données moins 1. Alors que j'ai mis ici, le nombre total, c'est la somme de i égale 1 à p de toutes les tailles des échantillons. Et donc ça, ce carré moyen total représente une variance totale. Et bien nous y voilà, la variance commence à intervenir dans le problème. Ensuite, on va calculer le carré moyen factoriel, donc qui est la somme des carrés des écarts factoriels, divisé par son nombre de degrés de liberté. Alors, comme il y a P modalités, on aura P moyen des échantillons, donc le degré de liberté correspondant est P-1. Et donc, cette variabilité, ça représente une variance à son tour, qu'on va appeler une variance factorielle, et donc qui est due au facteur étudié. Enfin, on a le carré moyen résiduel, qui est la somme des carrés des écarts résiduels, divisé par le nombre de degrés de liberté correspondant à ce carré moyen résiduel, qui est le nombre total de mesures moins le nombre de modalités. Et donc, ça peut être considéré comme une variance résiduelle. Et donc, c'est une variabilité due aux effets aléatoires, aux erreurs de mesure et à des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement pendant notre expérience. Alors, maintenant, on va passer au bilan. L'hypothèse H0 sera rejetée, c'est-à-dire on va considérer qu'il y a un effet du facteur étudié si le carré moyen factoriel qui représente la variabilité due au facteur étudié l'emporte est supérieur au carré moyen résiduel. Et donc, pour faire ça, c'est-à-dire pour mettre en évidence cette inégalité, on doit faire appel à un test de comparaison de deux variances. Et donc, ce test de comparaison de deux variances, c'est un test connu et qui est le test du Fisher-Snedeker. Donc, finalement, voilà le rôle de la variance pour voir s'il y a une différence significative ou non entre les moyennes. Il faut aller vers la variance, vers la variabilité des données, et puis séparer cette variabilité en deux parties, voire mettre d'un côté la partie qui est due au facteur étudié, et de l'autre côté la partie qui est due aux effets aléatoires. Et si la variance
qui est due au facteur étudié est supérieur devant la variance résiduelle, là on peut dire qu'il y a un effet facteur et qu'il y a une différence significative entre les moyennes. Et donc, ce qu'il faut retenir, alors le modèle mathématique, je l'ai donné pour bien expliquer les choses, mais vous n'avez pas besoin de le retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est ce schéma, c'est qu'il y a dans le mesure une variabilité totale, et donc cette variabilité, on la décompose en deux parties. Une partie due au facteur étudié et qui va nous donner une variance qui s'appelle le carré moyen factoriel. Et puis, il y a une partie qui est due aux effets aléatoires, aux erreurs de mesure, et qui va nous donner une variance qui est le carré moyen résiduel. Et donc, si on arrive à montrer que le carré moyen factoriel est supérieur de manière significative au carré moyen résiduel, donc là j'ajoute ici, j'insiste, de manière significative. Alors il ne suffit pas de dire le nombre que j'ai obtenu là est plus grand que l'autre nombre. Voilà, il faut tenir compte, bien sûr, et c'est là le rôle du test, il faut tenir compte des tailles des échantillons, de la variabilité dans les données. Et donc, si on a ça, si le test arrive à affirmer que le carré moyen factoriel est supérieur au carré moyen résiduel de manière significative, dans ce cas, on peut affirmer que la différence entre la moyenne est significative et que le facteur étudié a un effet sur la variable mesurée.